Ok, bonjour à tous. On a 5 minutes de retard, donc on est presque encore à l'heure. On est dans la limite de tolérance. Je m'appelle Éric Pirel. Alors, je dois d'abord vous donner deux éléments d'explication. Cette table ronde était censée être animée par Laurent Pontieux, qui est le délégué général de Digital Grenoble, donc la French Tech à Grenoble. Laurent a eu un souci personnel hier, il ne peut pas être là. Moi, je suis membre du comité exécutif de Digital Grenoble. Donc, Laurent est salarié, moi je suis élu, mais ça revient quasiment au même. D'ailleurs, il a été élu aussi avant d'être salarié. Donc, je le remplace un peu au pied levé. J'ai appris ce remplacement hier à 23 heures. Donc, vous excuserez d'avance d'éventuels glitch dans la table ronde. Avec certains intervenants, nous avons fait connaissance il y a 2 minutes. Donc, les choses se passeront très très bien. Ça va être très vivant et très dynamique. Voilà. La deuxième chose que je veux dire, et ça c'est un truc qui me tient à cœur à chaque fois que j'anime des tables rondes, vous l'aurez remarqué, nous avons une table ronde exclusivement masculine. C'est dommage. Et donc il faut faire en sorte que ça ne soit jamais le cas. Voilà, c'est dit. Donc on va parler de transformation numérique des PME et des ETI. Donc nous n'avons pas que des représentants de PME et d'ETI autour de la table, donc ça va être intéressant. On va pouvoir voir s'il y a du contraste. Je vais laisser nos intervenants se présenter pour commencer. Et puis on va creuser le sujet ensemble, voir quels sont les tenants et les aboutissants, les spécificités. Je leur ai demandé de raconter des histoires. Donc normalement, ça devrait être une table ronde pleine de belles histoires. On va commencer par toi, Renaud. Je te laisse te présenter en 2 minutes. Alors, la règle du jeu pour commencer la table ronde et pour vous présenter, c'est... Il est allumé normalement. C'est bon, il est allumé normalement. Oui. Ouais, ok. Donc, la règle du jeu, je vous demande en 1 minute de dire qui vous êtes, et 1 minute max, et en 30 secondes de me donner votre définition de ce que c'est que la transformation digitale. Comme ça va nous donner du contenu pour la table ronde. Renaud, je te laisse commencer. Allons-y. Renaud Zigman, donc société Exalto, une 30aine de salariés sur les métiers d'Internet depuis 22 ans. On doit être parmi les plus anciens à Grenoble. Donc la transformation digitale, pour moi, c'est relativement simple. C'est la manière dont le digital affecte l'organisation à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Exalto a en particulier une activité dans les métiers de la montagne et du tourisme, et on peut constater ce type de transformation, même si, on en parlera un peu plus tard, le terme transformation est toujours un peu contestable. Bonjour à tous, Frédéric Rollois, je suis le DSI du groupe Radial. On est en B2B, on fait de la connexion, des connecteurs électroniques, des antennes, on travaille pour l'aérocivil. Le militaire, des gens comme Thales, donc pas très visible, hormis sur l'autoroute quand vous arrivez à Grenoble. Mais avant ça, j'ai été responsable des études, puis responsable info d'entités qui faisaient notamment du retail comme Petit Bateau. Là, ça parlait un peu plus. Hein. Et j'ai une vision de la transformation digitale qui est, alors en tant que DSI, plus un moyen d'accompagner la transformation de l'entreprise, les changements de culture, l'adaptation de l'entreprise dans son écosystème pour garder une valeur ajoutée et surtout un levier de différenciation par rapport à la concurrence. Bonjour, Thibaut Parmentier, Viséo. Donc Viséo, c'est une société de conseil qui, entre autres, accompagne ses clients dans la transformation digitale. On est 1200 personnes réparties en France, un petit peu partout dans le monde, mais essentiellement en France. Et je m'occupe du centre de recherche et innovation ici à Grenoble, juste à côté. Donc on travaille sur des projets digitaux pour voir comment, et ça sera ma définition, comment le digital ou l'apport des réseaux sociaux et d'Internet vient percuter des processus qui existaient dans l'entreprise depuis un temps certain, et alors si possible en leur apportant de la valeur ou en leur permettant de s'ouvrir sur des dimensions que naturellement les entreprises ne pouvaient pas intégrer dans leur système d'information.
Bonjour à tous, Cyril Laurent. Donc, je suis un des 2 fondateurs d'une start-up qui s'appelle Leadformance, qui est un éditeur d'une plateforme distribuée en mode SaaS qui adresse les grandes marques et les enseignes pour leur permettre de développer leur acquisition de trafic online pour leurs magasins et leurs points de vente. Voilà, donc j'ai vendu ma société il y a de ça 3 ans à un groupe qui s'appelle Solocal, 4500 personnes, donc en pleine transformation digitale, puisque c'est anciennement le groupe Page Jaune qui faisait des imprimés, qui fait maintenant plus de 80% de son activité sur le digital. Donc on est au cœur du réacteur. Et pour moi, la transformation digitale, c'est avant tout, c'est un peu comme la révolution industrielle. C'est une vraie révolution qui est liée à une grappe de technologies et à des mouvements importants en termes d'habitudes de consommation et d'utilisation qui se répandent partout sur la planète, donc impactant directement notre quotidien et nos entreprises. Bonjour, Philippe Arras. Comme Eric, je suis membre fondateur de la French Tech à Grenoble, Digital Grenoble, et accompagnateur de start-up du digital depuis 10 ans en tant que vice-président de Grenoble Angels, qui a investi à peu près 2 millions d'euros par an dans des start-up digitales de l'écosystème grenoblois. Je suis ici en tant que représentant de Hewlett-Packard d'entreprise qui soutient le Grenoble École Management Digital Days. Alors pour moi, Eric, la transformation digitale, en fait, à titre personnel, je trouve que c'est un chemin. Et on va dire ce qu'est ce chemin. Et puis pour Hewlett-Packard Entreprise, je pense que c'est une opportunité, puisque c'est une opportunité d'accompagner toute société, qu'elle soit ETI, grand groupe ou petite, dans sa transformation. Et elle a commencé il y a très longtemps, mais c'est aussi que le début. Merci. Ça, c'est intéressant quand tu dis PME, ETI ou grand groupe. Le sujet du jour, là, c'est transformation digitale des PME et des ETI. Toi, tu es le représentant du plus grand groupe, en tout cas de la plus grosse entreprise qu'on a autour de la table. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est facile pour une boîte comme HPE, et auparavant HP, parce que ça fait un bout de temps que tu y étais avant qu'il y ait le E. C'est facile pour un groupe comme HP, HPE de se transformer? Alors ça, c'est une question piège, mais j'aime répondre en disant que aujourd'hui, on est dans la start-upification. Hewlett-Packard Entreprise est le résultat depuis 1 an de la scission de HP en 2 entités, HP Inc. et Hewlett-Packard Entreprise. Donc d'un côté PC imprimante, service PC imprimante, de l'autre côté solutions, cloud, IoT, software defined networking. Donc est-ce que c'est facile? Non, mais c'est un chemin. Et donc on a commencé à le faire nous, pour nous-mêmes, pour pouvoir mieux le faire pour nos clients. Et c'est qu'un chemin, puisqu'en fait on est en train de le faire encore, puisque dans les 5 mois qui viennent, on va séparer à nouveau en 2 le groupe Hewlett-Packard Entreprise, qui a annoncé un spin merge avec une société qui s'appelle CSC, qui sera un groupe de services, et l'autre côté un groupe d'innovation. Et à la fin de l'année, l'entité software également sera spin mergée. Donc en fait, on est dans la start-upification de grands groupes pour mieux servir justement ce qu'est cette transformation digitale, en fait, pour pouvoir être plus simple, plus nimble, plus agile, pour mieux accompagner avec des spécificités des groupes. Donc c'est pas simple. Ok, donc transformation de l'organisation, on a appris le mot spin merger, merci, c'est super. Je propose qu'on prenne d'autres exemples. Renaud, toi tu me parlais des stations de ski du monde de la montagne, avec lesquelles tu travailles beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis cet aspect de transformation organisationnelle en parallèle à l'introduction du digital, qu'est-ce que tu as observé toi dans ce monde? Alors je vais prendre un exemple parce que c'est pas la peine de les multiplier. Dans le monde des stations de ski, traditionnellement, il y a la station, donc les remontées mécaniques, et puis il y a l'office du tourisme. Depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle de forfait dématérialisé, donc on a des cartes du contrôle main libre. Bon, tout ça, ça a déjà généré une première couche de transformation qui est le mode de commercialisation, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour acheter mon forfait. Ce qui veut dire beaucoup de choses, ce qui veut dire une transformation physique de la station. Je pose des fibres optiques, j'ai des bornes connectées. Enfin là, on est dans la transformation de l'appareil industriel de la station, qui est déjà en tant que tel quelque chose d'assez révolutionnaire, puisque n'oubliez pas, on est en montagne.
Alors, j'ouvre une parenthèse, la montagne a toujours, et beaucoup de gens de la montagne disent que la montagne est traditionnaliste, conservatrice, etc. C'est faux, la montagne, c'est un environnement éminemment innovant, parce que face à des difficultés en termes de climat, d'environnement, il faut développer des solutions qui sont innovantes. Je ferme la parenthèse. Donc, transformation de l'appareil industriel, déjà, pour commencer. Transformation de l'entreprise, parce qu'il faut qu'elle soit en capacité d'avoir des gens qui sont formés à ce genre de technologie. Transformation du mode de commercialisation, parce que jusque-là, une remontée mécanique, c'était quoi? C'était une entité qui gérait une exploitation de remontées. C'était des mécaniciens, des électromécaniciens. C'était des gens qui faisaient de la relation directe au terrain, mais qui n'étaient jamais en contact avec le client à part en caisse. Aujourd'hui, les remontées mécaniques font la vente directe sur Internet de leur forfait, ce qui veut dire qu'elles sont passées d'une ère de la caisse à une ère de la vente en ligne, avec tout ce que ça suppose. Et en particulier, ça suppose une présence toute l'année, puisque les remontées mécaniques, jusque-là, n'étaient ouvertes que de manière saisonnière. Donc, je ne vais pas multiplier les exemples, mais là, on est vraiment dans quelque chose d'assez léger, finalement, le forfait qui n'est plus papier, qui est plastique. Allez, je fais un peu court, mais qui change complètement à la fois la relation client, le mode de travail dans l'entreprise, les compétences, le mode de commercialisation. Ok, donc là, et ce qui est intéressant dans le monde de la montagne, c'est que donc on est dans du B2C, on parle directement au consommateur, B2C qui peut et être, B2B, qui peut être l'homme de la rue, on va dire. Sur l'exemple de Frédéric sur Petit Bateau, est-ce que tu te retrouves dans ces aspects-là? Par exemple, moi je retiens le numérique, ça a transformé la façon de travailler des personnes en station. Bon, par exemple, sur le fait d'être présent tout le temps, sur le fait d'être au contact du client, etc. Est-ce que sur un réseau de retail comme Petit Bateau, tu as pu voir des choses similaires? Alors oui, alors en fait, il y a un aspect, il y a deux aspects dans la transformation et dans l'impact que ça peut avoir sur un réseau de retail tel que j'ai pu le constater chez Petit Bateau ou dans l'écosystème du retail. Le premier, il est plutôt adaptatif, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent, il y a des services qui arrivent et ces services on les adapte pour augmenter le chiffre d'affaires et pour augmenter le passage. Donc pour augmenter le chiffre d'affaires, on augmente le passage. Donc pour attirer les gens en boutique et quand ils sont en boutique, faire qu'ils achètent. Donc ça change le mode de vente. Donc forcément, oui, ça impacte la façon qu'ont les gens de vendre en boutique. C'est-à-dire que on est beaucoup plus dans la réactivité et dans la perception du comportement du client en boutique, qui permet d'une journée sur l'autre, alors qu'il y a encore 10 ans, une boutique, elle était changée 2 fois par an, on changeait les rayons 2 fois par an, et puis on avait mis la collection, et puis on faisait vivre comme ça. Une boutique, ça change toutes les semaines, voire tous les jours, voire au moment des soldes, ça change toutes les heures. C'est-à-dire que quand sur une tête de gondole, on s'aperçoit au bout de 2 heures des soldes que ça part pas, il y a une action qui est entreprise en boutique, il y a une remontée dynamique des ventes qui fait qu'il y a des analyses de tendances qui font que on vient changer les têtes de gondole en temps réel. Forcément, ça change la vie dans la boutique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on identifie la personne qui rentre dans la boutique. C'est-à-dire que même la personne, c'est la première fois qu'elle rentre dans la boutique, elle devient un client connu parce qu'en fait, on a interconnecté l'ensemble des bases CRM et donc du coup, la personne n'est plus une inconnue, voire on sait qu'elle va venir. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, soit on sait qu'elle va venir parce qu'elle est allée sur le site Petit Bateau et qu'elle a demandé quelle était la première boutique la plus proche de chez elle. Donc, si elle a demandé, c'est qu'elle a l'intention d'y aller. Donc, on prépare la venue de la cliente. Ce qui est quand même, d'un point de vue humain, très intéressant et dans la démarche de vente. Et si elle n'a pas cliqué, je veux aller dans la boutique, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui de déterminer un comportement prédictif qui dit que les clients qui ont fait un certain parcours sur le site internet pour rechercher tel type de produit se sont retrouvés, potentiellement vont se retrouver dans la boutique dans les 2 heures, dans les 3 heures, dans les 2 jours. Donc oui, ça a changé drastiquement la façon d'appréhender la relation client physique. Tu dirais que c'est source de stress pour les équipes? Comment les équipes s'adaptent à ça? Parce que tu nous dis les têtes de gondole changent toutes les 2 heures. Ok.
moi, j'y vois une accélération des cadences. Si je prends une casquette marxiste, j'y vois une accélération des cadences. J'y vois un stress accru sur les équipes. Puis toi, tu étais le grand méchant DSI qui, en plus, les obligeait à faire ça. Donc alors, déjà, la DSI n'est que le moyen. Le vrai grand méchant, c'est le marketing boutique. Alors je me cache pas, hein, je fais partie de l'aventure, enfin je faisais partie de l'aventure à l'époque. Non, c'est pas stressant parce qu'en fait, on a quand même un changement de clientèle où en fait on a des clients qui sont beaucoup plus sachants sur les produits qu'ils viennent chercher, qui sont plus sachants sur les gammes de produits, qui sont déjà avertis. C'est-à-dire que en fait le client à la limite il arrive à la boutique, il sait déjà ce qu'il veut, alors qu'on a la démarche de conviction, elle a été déportée. Dans le nuage, dans l'approche web. Et étonnamment, on se dit, on digitalise, on crée une relation distante, et pour autant, ça rapproche sur le terrain. C'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, les gens sont beaucoup plus proches sur le terrain de leurs clients qu'ils ne pouvaient l'être avant. Ok. Moi, j'ai une question pour Cyril. Il y a un truc que je comprends pas. On fait un annuaire papier. On va parler de Solocal. On va parler de Lead4Vence, d'accord, okay. Parce que, non, mais de toute façon, il a bien résumé déjà mon métier. Parce qu'on fait exactement ça et on est un éditeur qui accompagnons justement des marques comme Petit Bateau dans la digitalisation de leurs vendeurs et de leurs points de vente. Donc, c'est fournir des services qui correspondent exactement au comportement d'achat qui ont été évoqués juste avant. D'accord. Mais ça, c'est un changement de métier. Parce que Page Jaune, c'est un éditeur papier qui recueille des données, qui les met dans des bouquins, et puis qui s'assure qu'il y en ait partout dans les boîtes aux lettres au mois d'octobre. D'ailleurs, moi, je sais plus quoi en faire. On me le met à chaque fois, je sais pas quoi en faire. Mais là, tu es en train de me dire, maintenant, ton métier, c'est pas ça, c'est de faire de la relation client, d'apporter la bonne information à l'internaute au bon moment pour qu'il aille acheter chez Petit Bateau. C'est pas le même métier, ça. Non, c'est pas le même métier. C'est pour ça que c'est majeur comme changement et comme mutation au sein même de l'entreprise. Une entreprise qui était là à éditer des annuaires papier, à les distribuer dans des boîtes aux lettres, se retrouve à développer un annuaire en ligne dans lequel on va retrouver exactement les mêmes informations qu'on a sur l'annuaire papier, mais avec derrière des interactions, avec une commercialisation qui est complètement différente. Le vendeur qui vendait un encart sur un annuaire papier, forcément, ne vend plus du tout la même chose aujourd'hui. Il va vendre de l'espace web, il va vendre du référencement payant, il va vendre du référencement naturel. Il va falloir qu'il maîtrise l'environnement des moteurs de recherche. Alors, je n'utilise pas volontairement des termes trop advanced, mais maintenant, on parle de online to offline, on parle de présence management. C'est tous les termes comme ça que soit les Américains ou les marketeurs français utilisent à foison, mais forcément, quelqu'un qui vendait un annuaire papier ne vend plus du tout la même chose aujourd'hui. Il va vendre un site web, il va vendre de l'achat de mots-clés, il va vendre du référencement naturel, il va vendre de l'optimisation de contenu, du suivi de positionnement, etc. etc. Et forcément, on a deux cas de figure, hein. Et c'est pour ça que c'est avant tout un challenge humain. Il y a ceux qui sont plutôt de nature positive et pour qui le changement ne fait pas peur. Et ceux-là, ils vont être justement hyper motivés et hyper moteurs dans cette transformation. Et c'est avec ces équipes-là qu'il faut capitaliser. Et puis, il y en a d'autres qui auront du mal à passer le cap et qu'il faut accompagner dans cette mutation, former, etc. Donc c'est des changements majeurs, profonds. Et là, donc ça a été réussi au sein du groupe Solocal. Le groupe fait souvent parler de lui en bien dans sa transformation digitale, avec plus de 80% de son activité aujourd'hui et de son chiffre d'affaires qui est fait online. Ça veut dire que le reste, il y a encore de l'imprimé, il y a encore du papier. Ça représente, je crois, un peu plus de 100 millions d'euros quand même. Donc c'est pas des petits montants, mais on sait très bien que dans les quelques années qui arrivent, ça sera zéro, quoi. Donc il faut anticiper aussi sur cette transformation financière qui est pas simple, dont certains ont suivi en ce moment ce qui se passe pour le groupe. Oui, moi je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à l'exemple de Petit Bateau, où on profite d'un retour d'information pour très rapidement pouvoir réajuster le magasin, réagencer le magasin et proposer les produits qui vont correspondre à la demande.
en fait, je disais que la digitalisation, c'était de percuter les process existants, mais c'est aussi l'apparition de nouveaux services ou de nouveaux produits. On a travaillé avec L'Oréal R&D sur Paris pour construire ce qu'ils appellent un bar à crème. C'est-à-dire qu'en fonction de... On va personnaliser les crèmes que vous allez acheter chez L'Oréal et vous allez, en fonction de votre carte de fidélité, dire ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, faire des études sur votre peau éventuellement. Et après, vous pouvez commander des produits qui sont faits pour vous en temps réel, à façon. Et on va plus loin. C'est que non seulement on a des produits personnalisés, mais vous allez en plus pouvoir coupler ça avec le fait que vous allez partir, alors chez L'Oréal, ils voyagent beaucoup, donc vous allez partir aux US et vous allez devoir hydrater votre peau pour prendre l'avion. Donc vous aurez la crème qui correspond pour avant et vous avez la crème qui est prévue pour vous à l'arrivée dans l'hôtel où vous allez arriver. Donc c'est des services qui... en restant complètement dans le cloud et complètement dématérialisés, sont en capacité d'exister, alors qu'avant, effectivement, on pouvait avoir la même chose, sauf qu'il fallait le demander et savoir ce qu'on voulait, etc. Donc, c'est aussi un potentiel complètement ouvert. Et c'est sûr qu'au moment où où L'Oréal a lancé l'idée de pouvoir faire des crèmes à façon, ce n'est qu'après, en constatant des possibilités du digital, qu'ils l'ont immergé dans d'autres process et dans d'autres... capacité de vente et d'apporter plus de valeur, enfin en tout cas plus de valeur perçue pour l'utilisateur et plus de chiffre d'affaires pour L'Oréal par ailleurs. Ok, donc si je résume deux, trois choses que j'ai entendues, en fait j'entends que c'est super. Ce que j'entends là, j'entends que ça permet la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation. Bon, même si je me pose des questions sur la valeur sociétale de la crème sur mesure dans mon hôtel quand j'arrive, mais ça c'est une autre question. J'entends la vitesse, la réactivité, on a parlé de l'évolution de l'offre chez Petit Bateau. J'entends le fait qu'on donne, alors j'entends le fait que ça transforme les métiers. On en a parlé beaucoup sur ce local. J'entends le fait que, in fine, le numérique peut donner du pouvoir aux humains. C'est ce que j'entends sur l'aspect vente, justement, sur le retail aussi. Hein, le fait qu'in fine, on connaisse mieux les personnes avec lesquelles on interagit, donc on a des décisions plus informées au niveau des vendeurs. Donc ça, c'est super. Ça, c'est quand ça se passe bien. C'est quand ça se passe bien, on a tout ça. Vu de votre fenêtre, une PME ou une ETI qui a commencé son chemin de transformation digitale, puisqu'on a parlé de chemin, il faut qu'elle soit attentive à quoi? C'est quoi les pièges? Je sais, c'est pas une question que j'avais dit que j'allais vous poser. Bon, je pense qu'avant tout, le numérique raccourcit tout. Raccourcit le temps, raccourcit les distances entre le producteur et l'acheteur, raccourcit les distances humaines dans la hiérarchie au niveau de la diffusion de l'information. Mais à chaque bout de ce chemin, il y a deux extrémités. Il y a un humain la plupart du temps et il y a le temps de l'humain de chaque côté. Donc on est obligé à un moment donné de prendre en compte ce temps de l'humain, aussi bien le temps du skieur, si je reprends mon exemple des stations de ski, qui n'a pas forcément envie d'être sous pression du numérique, que le temps du producteur, du gars qui va dépanner son téléski, qui a un temps incompressible. Donc à un moment donné, tout ce système, il faut qu'il soit au service de l'humain, et s'il raccourcit un certain nombre de choses, il ne peut pas faire disparaître l'humain. Je partage à 200%. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est, vous connaissez peut-être le robot Pepper ou Nao. Est-ce que vraiment c'est ce qu'attendent les consommateurs quand ils rentrent dans un magasin? Moi, je ne suis pas persuadé de ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec les technologies, les data et autres, on est capable de tout savoir sur un consommateur. On le disait tout à l'heure avec l'exemple de Petit Bateau, et c'est vrai, c'est même des fois, même quand on est tombé dans la marmite, on est même des fois surpris ou scotché par certaines technos, certaines innovations, parce qu'on en voit tous les jours. Mais aujourd'hui, oui, on est même capable de savoir en temps réel quelle est sa zone de chalandise ou quels sont ses prospects cibles qui, en ce moment, sont en train de marcher à côté de mon magasin ou sont passés dans le magasin du concurrent, etc. Donc potentiellement, oui, quand quelqu'un rentre dans une boutique,
on serait en capacité de lui dire bonjour, on connaît son nom, son prénom, alors comment se sont passées vos courses dans le magasin juste à côté, vous avez acheté ça, super, ça vous a plu, mais je crois pas justement que... Et ça, un robot est capable de le retranscrire, donc un paper est capable de fournir ça comme information. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'attend le consommateur? Je pense pas, je pense qu'il va être flippé par ça. Ça nous plaît pas d'être traqué. Il y a quand même cette notion de liberté qui nous est chère. Et puis, il y a un vrai enjeu dans la relation humaine. Une des raisons pour lesquelles, justement, 90% des ventes continuent de se faire dans des magasins physiques, alors qu'on nous promettait il y a 20 ans qu'il n'y aurait plus de magasins, c'était la mort des magasins et que tous les achats se feraient sur Internet, c'est parce qu'on a oublié quelque chose, c'est que l'acte d'achat et la vente, c'est aussi quelque chose, c'est un acte social. Et on a beau, c'est comme sur les sites de rencontres, on a beau échanger à distance, faire des rencontres à distance, il arrive un moment donné, il y a la vraie rencontre, quoi. Et ça, elle est important. Et par contre, le vrai enjeu, ça va être de mettre des informations qui vont faire que cette relation peut être optimisée. PME, dans la façon dont tu accompagnes, est-ce que tu accompagnes Airbus de la même façon que une entreprise de décolletage de la vallée de l'Arve? Alors, à titre personnel, je travaille dans le domaine des télécoms, donc c'est plutôt avec des fournisseurs de services ou des équipementiers de télécoms comme Nokia, Alcatel, Ericsson. Donc je ne pourrais pas commenter sur les industries textiles dans le fin fond d'un pays qui n'est pas le mien, mais qui m'accueille. Par contre, la spécificité, c'est que quand même, l'ensemble des grands groupes se rendent compte que la digitalisation permet la start-upification. Et donc, les patrons de ces grands groupes disent aujourd'hui, pas nécessairement que nos concurrents sont aussi grands que nous. Non, nos concurrents, ce sont les écosystèmes naissants, start-up, qui sont à la fois concurrentes, parce qu'elles allant plus vite, et que l'on doit également accompagner pour pouvoir faire grandir. Donc des clients start-up connaissantes, Uber, Criteo et autres, sont accompagnés depuis leur début par Hewlett-Packard Enterprise. Pourquoi ? Mais parce qu'elles ont été, je pense, ces sociétés, dans la compréhension d'un chemin, et même si elles étaient naissantes à la base digitales. Donc, si tu me demandes quelle est la spécificité pour un grand groupe ou une ETI, plus particulièrement du côté de l'ETI, moi je pense qu'on ne peut pas les accompagner de la même façon, mais simplement qu'il faut découper l'ensemble des questionnements et il faut accepter au sein de la direction de ces sociétés que c'est un chemin. Plus difficile pour les grands groupes que pour les ETI, puisque ces grands groupes sont eux-mêmes des grands groupes à chaque fois, soit par acquisition, soit par séparation. Donc ce chemin, il faut l'accepter et puis se faire accompagner par des sociétés qui le font, qui le proposent, par des consultants tout à l'heure, vous avez Richard Fan, qui est une société de conseil qui s'appelle Inventis, qui vous aide à transformer tous les modèles d'IoT, que tu connais très bien également. Donc ça c'est très important de se faire accompagner. En termes de vision, parce qu'on est au début de cette digitalisation, en fait, nous on pense que le monde du futur est hybride. C'est-à-dire que d'un côté, on aura des multi-clouds. On a le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride, ou le cloud habituel, sur site chez les clients qui le construisent eux-mêmes. Et de l'autre côté, on a le monde de l'IoT, les objets connectés. Et donc, on pense que ce monde hybride, il va exister comme tel, avec cette hybridation, et qu'on est obligé d'apporter à la fois à l'endroit où la puissance de calcul et la puissance de travail est nécessaire auprès des objets connectés, et à la fois permettre l'existence simultanée de tous ces clouds. Vous parlez avec plusieurs différentes sociétés, tout le monde n'est pas leader du cloud privé ou public ou hybride. Mais des sociétés qui sont dans l'ensemble de ces types de cloud, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc voilà, ça c'est ce que je pense en termes de vision qui va arriver en fait. Et c'est une accélération de cela. L'IoT, on en parle depuis plusieurs années, mais en fait ça s'accélère. Ok, donc l'avenir sera nuageux ou ne sera point. C'était le quart d'heure météo. Je sais pas, Thibaut, tu voulais compléter, oui. Vas-y. Justement sur les PME, les ETI et la digitalisation, l'accompagnement, le point essentiel, c'est effectivement qu'ils aient compris que c'était un chemin. Donc c'est pas la peine de dire au début où on va aller exactement parce qu'on n'en sait rien, ni les accompagnants, ni ceux qui commencent le chemin. Donc ça, faut être
extrêmement modeste sur les ambitions du projet et s'adapter à ce qu'on rencontre, s'adapter à comment le projet se déploie, bien ou mal, ou dans des dimensions qu'on n'avait pas forcément anticipées. Je ne sais pas si les Pages jaunes, il y a quelques années, anticipaient de transformer intégralement leur métier. Pour autant, ils l'ont fait, et plutôt très bien fait. Donc, pour une PME, une ETI, la différence par rapport à un grand groupe, ça va être sa capacité financière. C'est-à-dire que s'ils prennent un chemin qui est un peu long, à la fin, on aura un projet qui aura échoué parce qu'ils n'auront pas vu la fin du chemin. Donc, les accompagner et commencer un projet comme ça, c'est surtout de se dire, je vais essayer de faire une première étape qui ait du sens pour moi, dont je vais mesurer le résultat, même très modeste, mais au moins je suis arrivé à une étape et puis je verrai après, d'abord si financièrement je peux faire la suivante et en plus je peux mesurer ce qu'elle m'a apporté avant de partir conquérir le monde et puis finalement de rester effectivement dans les nuages et de plus toucher son marché ou ses services. Oui, par rapport aux PME, deux aspects. D'abord, il y a la transformation numérique en relation avec le modèle économique de l'entreprise. Alors là, on est dans une problématique bien spécifique. C'est à partir du moment où le monde du numérique touche le modèle économique, par exemple les agences de voyage, les photographes, etc. Là, on est dans une problématique d'innovation qui marche pas. Bon, c'est vraiment un monde en soi. Quand il s'agit de l'organisation de l'entreprise, de ses outils, etc., je pense que la PME, souvent, est un peu moins bien structurée que la grande entreprise. Et donc, paradoxalement, elle est plus agile. Elle est plus agile parce qu'elle a l'habitude de se baser sur l'humain, d'avoir une certaine plasticité dans son organisation. Et donc, elle va pouvoir assez facilement, comme tu disais, sur un mode agile et par essai-erreur, adopter des outils numériques, s'adapter aux outils numériques ou adapter ces outils numériques à son organisation. Alors, moi, je peux me permettre de rebondir parce que je crois que je suis le seul entreprise cliente là-dedans. Moi, ce qui me gêne, il y a deux choses qui m'ont gêné dans les débats, les échanges qu'il y a pu avoir, c'est que, on ne fait pas assez ressortir que la transformation numérique n'est pas une fin en soi. Je reviens à mon introduction. La transformation numérique est un moyen. C'est un moyen d'accompagner une transformation d'entreprise. Donc, si l'entreprise n'est pas prête à muter, c'est sûrement pas l'intérêt de commencer un projet numérique. Il ne faut surtout pas croire qu'un projet numérique va amener une entreprise à forcer à changer. C'est pas ça. C'est pas le changement de méthode, d'outils et de numérisation, de digitalisation qui va faire qu'une entreprise va changer de culture. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté de la direction générale d'impulser un changement culturel, ce qui est en fait le plus difficile, puisqu'en fait c'est un changement de comportement humain. Autant il est plus facile de changer de PC, mais changer le comportement humain, c'est ce qui est le plus compliqué. Il ne faut même pas essayer. Toutes les études sociologiques et psychologiques le disent. Donc moi je veux juste rappeler qu'en fait, le vrai challenge, c'est de mettre la digitalisation au service de la transformation de l'entreprise, d'une part. Le deuxième point, c'est, je voudrais rebondir sur la partie start-upisation et accroissement de la vitesse. Il y a nombre de PME aujourd'hui qui ont bien compris que, organiquement, ils n'ont pas les moyens d'accompagner l'accélération de l'innovation. Et en fait, en ça, la start-upisation est un vrai levier d'accélération, puisqu'en fait, on est capable de monter une entité, de monter un groupe, de monter une tribu locale qui est capable de réfléchir à un sujet, d'avancer un petit peu en parallèle, sans pour ça changer la nature même, le fond de commerce de l'entreprise, et de ne pas perturber en avance de phase le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, c'est là-dessus qu'en fait, je pense qu'on doit accompagner les PME, dont celle je fais partie, et c'est un petit peu l'objet de ce qui se passe aujourd'hui chez Radial. C'est de se dire comment on amène nos collaborateurs à réfléchir différemment, à sortir des schémas traditionnels d'innovation, de conception ou de co-conception avec nos clients, pour tomber dans un mode disruptif d'innovation, en dehors de tous les modèles hiérarchiques et organisationnels qu'ils ont connus. Et c'est là la vraie transformation. Après, le numérique devient un moyen. On met de l'impression additive pour accélérer les temps de conception, les temps de pilote. On vient mettre des Fab Labs en entreprise pour donner des espaces de créativité. Mais le fondement, encore une fois, c'est, à mon sens, et je le partage avec ma direction,
enfin j'espère. Le fondement du truc, c'est de se dire, on a une entreprise qui a envie de changer, ou qui doit changer. C'est-à-dire que quand elle est confrontée, une entreprise est confrontée à un changement des modèles économiques qui est son écosystème, elle est obligée d'innover pour continuer à être différenciée. C'est pour ça que je voulais juste faire cette approche. Ouais. Et justement, cette capacité à évoluer de l'organisation, alors toi, avec l'exemple de Radial, on est dans une entreprise qui a une forte culture, qui existe depuis un certain temps, qui a une histoire avec elle. C'est un atout ou c'est une faiblesse d'avoir cette longue histoire si on veut faire sa transformation digitale? Je rejoins ce que vous disiez sur le fait que le fait qu'on ait des entreprises, je ne sais plus quel d'entre vous qui disait ça, mais que plus la taille de l'entreprise est petite, plus l'entreprise est petite, plus c'est facile, plus on agit, parce qu'effectivement on est basé sur l'humain. Donc on a la capacité à mettre en œuvre plus rapidement. Mais d'un autre côté, on a la capacité à perturber aussi plus rapidement, parce que les ressources sont limitées. Généralement, dans les PME, alors je ne dis pas que dans les grands groupes, il y a des gens qui sont là pour se tourner les pouces, mais statistiquement, le nombre de personnes qui ont un potentiel ou une marge de manœuvre pour donner du temps à faire autre chose que ce à quoi ils seront dédiés est quand même beaucoup plus faible. Donc très rapidement, si on ne fait pas attention et si on ne met pas les ressources nécessaires à cet effort de transformation, on peut amener l'entreprise dans une zone de risque en termes d'opérabilité. Donc c'est là où il faut faire, je pense, assez attention. Ok. Avant de conclure, je vais vous demander de faire un peu de prospective et puis on prendra 2-3 questions de la salle avant de finir. Je vais vous demander tous de faire un petit peu de prospective. Dans les 5 ans qui viennent, allez, 5 ans c'est proche et loin à la fois. Les grands challenges des PME et des ETI autour de vous ou de la vôtre, liés au digital bien évidemment, puisque c'est le sujet du jour, c'est quoi? Qu'est-ce qui va vous empêcher de dormir? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir quand vous pensez digital? Suivre le rythme. J'en dis pas plus. On revient au rythme donc. Alors bien sûr, il veut plus, s'il veut. Bien sûr, je suis d'accord, suivre le rythme, parce qu'on est dans un accroissement, une course en avant, un accroissement de la vitesse de mise en œuvre de services et de solutions. Donc, et l'humain a cette capacité d'absorption qui, on reste quand même des limités, hein, je vous le rappelle. Certains plus que d'autres, mais voilà, surtout les informaticiens, on est assez limités. Pour moi, le vrai challenge autour des PME industrielles, c'est en fait la capacité à intégrer du numérique sur des chaînes de production, là où les grands groupes l'ont fait il y a déjà 10-15 ans. C'est-à-dire que, alors c'est un désavantage et un avantage, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, les grands groupes industrialisent leur processus de fabrication et enchaînent les étapes de manière automatisée. On parle des SCADA, des automates enchaînés, du pilotage MES. Enfin, voilà. Les entreprises, il faut avoir en tête que les PME ne sont pas à ce niveau-là. Pour autant, elles s'automatisent parce que les technos des grandes machines descendent sur de la miniaturisation et on est capable d'industrialiser des ateliers. Ce qui était avant des ateliers de 20 personnes, on est capable aujourd'hui de les automatiser ou d'en automatiser une partie. Donc l'enjeu pour des entreprises de demain, et dont je fais partie, ça va être d'intégrer ces technologies de machine-to-machine, de pilotage centralisé et d'interconnexion entre des étapes d'automatisation et des étapes manuelles. Ce qu'ont déjà fait les grands groupes. Et là-dessus, il faut accompagner les PME parce qu'elles peuvent très vite se retrouver noyées par une surcharge de techno. Ouais, ce que tu dis est intéressant parce que on pointe souvent le paradoxe du doigt, qui est qu'en Allemagne, par exemple, dans l'industrie, on a peut-être 3 ou 4 fois plus de robots par employé de l'industrie qu'en France. Et en parallèle, on dénonce l'automatisation, la robotisation comme ayant pour conséquence la suppression des emplois dans l'industrie. Et il s'avère que si on regarde l'Allemagne, toujours, on a 25% de la main-d'œuvre dans l'industrie, on est plutôt à 17% en France.
Donc ça c'est typiquement, je pense que ça souligne assez bien ce que tu viens de dire. Alors, je ne vais pas faire de politique, mais c'est pas l'idée là, mais c'est de se dire qu'effectivement, en au-delà des challenges de transformation qu'on va avoir à assumer, il va y avoir aussi le fait de résorber un certain retard. Ok. Les challenges dans les 5 ans qui viennent pour les clients de Viséo. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vas vendre dans 5 ans dans la transformation numérique, toi? Si je savais. Je serais riche. Non, plus sérieusement, pour moi aujourd'hui, la digitalisation, elle passe encore par un support digital. Et je pense que dans la révolution, c'est que de plus en plus, on sera sur des dispositifs qu'on ne sera pas obligé enfin, que ça sera rentré finalement soit dans des capteurs extérieurs ou soit dans des caméras, etc., où on aura un certain nombre de services qui seront proposés sans qu'on ait forcément obligation de les demander, de sortir son téléphone portable et de dire ce qu'on veut. L'enjeu, c'est de savoir à quoi ça sert tout ça. Hein. À la fin, quand même, je rejoins mon voisin de gauche, c'est fort sympathique d'avoir la possibilité de faire des choses extraordinaires. Maintenant, à quoi ça sert et à quel service elles sont? Alors, ça peut être au service de la transformation de l'entreprise ou au service du consommateur. Mais pour moi, c'est quand même la partie essentielle qu'il ne faut pas perdre de vue. Sinon, on va tourner en rond. Enfin, je veux dire, on a la possibilité de faire énormément de choses. Il faut savoir, dans l'accélération et dans le rythme d'innovation qui existe, garder la pertinence de qu'est-ce que c'est mon métier, à quoi je sers et quelle valeur je crée pour qui. Et après, la digitalisation ou pas sont au service de ça et pas l'inverse, quoi. Okay, l'importance de garder le sens. Alors bon, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. On dit souvent que quand on crée une start-up, la première chose à laquelle il faut qu'on soit capable de répondre, c'est quel est le problème que je résous. Donc je pense que faut pas perdre de vue cette question-là en permanence. Quels sont les problèmes, quels sont les pain points que j'ai identifiés et comment je vais les résoudre. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Donc après, derrière les problèmes qu'on aura dans 5 ans, bon, c'est un peu difficile de les imaginer à la vitesse à laquelle vont les choses, mais moi j'en vois 2 en tout cas. Le premier, c'est que on voit bien qu'on est pour pouvoir créer, il faut avoir une part de liberté, de rêve, il faut être déconnecté. Donc c'est comment concilier une hyperconnexion avec l'aération, l'oxygénation nécessaire au cerveau pour pouvoir imaginer, créer, s'oublier, s'évader. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc comment concilier les deux mondes. Et puis après, autre chose qui me paraît super important, c'est que devant le foisonnement de solutions, de données, etc., moi je suis convaincu qu'il y aura un vrai enjeu sur le fun. On réussira les transformations quand on y mettra du fun. Il faudra du fun dans la data, il faudra du ludique, il faudra on parle des serious games, etc. Mais je pense qu'on a un vrai... Il y a de vrais enjeux, un vrai terrain de jeu pour justement associer toute la complexité, parce que c'est complexe, c'est pas évident de percuter et de bien assimiler et comprendre tout ça, ça bouge tellement. Et il y a tellement de choses à intégrer qu'on pourra y arriver quand on se rapprochera de services qui seront user-friendly ou que des enfants pourront utiliser, quoi. Voilà, ce sera plus facile. Philippe, tu veux vraiment que je commande pour un grand groupe ou pour une ETI? Tu commandes pour Philippe? Pour Philippe. Moi, j'aimerais pour un Belge. Tu commandes pour un Belge. Alors, j'aimerais la semaine des 15 heures, grâce à l'IoT, grâce à la cloudification, parce que l'être humain est au centre de ces améliorations technologiques, et avec des sociétés transformées qui, au niveau sociétal et aussi social, soient transformées dans d'autres régions du monde. C'est-à-dire qu'en Europe, on est dans des activités qui sont réglementées au niveau sécurité sociale, économique, technologique, mais ce n'est pas partout comme ça.
Et je pense que si nous voyageons tous en Chine, en Inde ou dans d'autres pays, dans ces pays, on aimerait avoir d'autres cadences, d'autres fonctionnements, et que chacun d'entre nous, en tant que contributeur individuel, personne, on a un rôle à jouer parce qu'on a la chance de travailler dans des sociétés européennes ou américaines dans du digital, donc avec une vision, et que donc on devrait projeter une vision qui soit beaucoup plus socio-écologique, friendly. Et donc la semaine des 15 heures, c'est quelque chose pour lequel je pourrais me battre s'il n'y avait pas d'enjeu politique derrière. Juste un petit mot pour détailler ce que je disais, le rythme. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que donc je reviens dans le monde des PME. Dans le monde des PME, je pense qu'elles sont confrontées à la transformation digitale et qu'il faut qu'elles maintiennent un équilibre assez délicat entre aller à fond et ne pas y aller. Si j'y vais trop vite, si j'y vais trop fort, je me perds. J'ai pas les moyens. Si je n'y vais pas, je meurs. Donc il faut trouver cet équilibre entre les deux. Je pense qu'il y a un certain nombre d'exemples d'entreprises qui disparaissent parce que tout simplement elles n'ont pas réussi à se moderniser, et il y en a d'autres qui disparaissent parce qu'elles ont voulu trop investir, elles ont rêvé à la poule aux œufs d'or et elles ont disparu. Donc il faut arriver à maintenir cet équilibre qui est assez délicat quand même. Et deuxième point, qui est là un petit peu de prosélytisme, l'Internet et toutes ces technologies se sont battues sur 90% de logiciels libres à la base. Aujourd'hui, le logiciel libre est en danger, et pourtant c'est ce qui garantit la transparence des échanges et de ce qui se passe sur Internet. Et donc je pense que là, il y a un enjeu sociétal, pour le coup, qui est majeur, qui est mal pris en compte et sur lequel il faut vraiment travailler. Ok, donc deux leçons. Il faut maîtriser la vitesse, et ça rejoint ton point de départ sur les stations de ski. C'est un peu comme en ski quand même, il faut maîtriser sa vitesse. Et au-delà de l'entreprise, il y a la société. Ça, je pense que vous l'avez tous dit. Frédéric, si tu veux, sinon on peut prendre des questions dans la salle. Vas-y, je te laisse. Juste alors tout à l'heure, j'ai décidément la techno, c'est pas mon truc. J'ai évoqué la transformation de l'entreprise, mais je vais reprendre ma casquette de DSI et évoquer ce qui m'empêche moi de dormir. Aujourd'hui, moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est la sécurité. On fait de la sécurité périmétrique, on fait de la sécurité interne, on fait de la sécurité, sensibilisation à la sécurité de nos salariés. Mais ce qui empêche les DSI de dormir, c'est l'accessibilité des technos et la certaine forme de standardisation des protocoles qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de se protéger même de nos salariés. Alors non pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils n'ont pas toujours conscience des brèches qu'ils peuvent créer en apportant des objets grand public au sein des entreprises. Donc s'il y a un mot qu'il ne faut pas oublier au sein de la transformation ou de la métamorphose digitale, c'est la sécurité, parce qu'en fait, votre meilleur capital, c'est votre capital immatériel. Donc voilà, et ça n'a pas fini de m'empêcher de dormir. Ok, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si c'est prévu, en fait, j'ai pas été briefé sur comment je devais animer la partie questions. Donc je peux descendre et apporter un micro s'il n'y a personne pour le faire. Il y a quelqu'un qui est prévu pour le faire? Non? Ok, je vais le faire moi alors. Ça peut t'aider. On va faire comme ça, c'est bon. Non, mais vous répondez aux questions. Moi, j'ai rien d'intéressant à dire, je suis juste l'animateur. Bonjour. Vous avez partagé donc vos retours d'expérience sur la transformation digitale des clients pour la plupart d'entre vous que vous accompagnez. Et ma question, ce serait plus du côté interne dans vos entreprises respectives. Comment est-ce que vous avez transformé votre entreprise et accompagné vos salariés dans cette transformation digitale, et les difficultés que vous avez pu rencontrer et comment vous avez pu y résoudre? Merci. Il n'y en a qu'un seul qui a le droit de répondre parce que c'est une grosse question. On a fait pareil qu'avec nos clients. Je dirais qu'on a essayé une première fois, on s'est loupé, et bien. Et puis la deuxième fois, on a fait un peu moins pire ou mieux. Et voilà, donc j'allais dire, c'est pas parce qu'on dit ce qu'il faut faire ou on se l'est appliqué à nous-mêmes, et il y a des choses qu'on a fait comme erreur. Après, comme on a accompagné nos salariés de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'accompagnement
aussi bien des métiers que des gens qui doivent utiliser les process ou les nouvelles façons d'y être confrontés. Mais ça se passe, en fait, c'est comme dans la vraie vie, ça se passe pareil pour nous que pour les autres, quoi. C'est juste pour compléter, mais je pense qu'il faut être à l'écoute justement de ses collaborateurs aussi, et notamment des plus jeunes. Moi, je suis déjà has-been sur pas mal de sujets. Exemple dernier en date, c'était sur Slack. Je ne sais pas si vous connaissez Slack, la messagerie entreprise. J'étais plutôt contre au début. Je disais, attends, encore un truc de plus. Je comprends pas, on a déjà pas mal d'outils pour communiquer en interne. Pourquoi un de plus? Puis finalement, je me suis laissé tenter. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la messagerie la plus utilisée dans l'entreprise et que voilà, ça a permis en fait à plein de gens de plus facilement s'intégrer dans l'entreprise, de davantage communiquer, de partager, etc., etc. Donc je mesure maintenant, après 1 an d'utilisation, les bienfaits d'une application qui au départ c'était simplement mes geeks, mes plus extrémistes qui voulaient absolument, qui poussaient. Et en plus de faciliter justement la transformation au sein même de l'entreprise, l'outil permettant de créer justement cette transformation en interne, ça permet de structurer des canaux de communication, des échanges, des groupes de travaux. Donc finalement, l'adoption d'une application qui était nouvelle sur le marché, qui est arrivée, c'était une start-up qui débarquait comme plein d'autres, a amené plein de choses autour de tout ça. Donc, et voilà, et des situations comme celle-ci, on en rencontre finalement tous les jours. Alors, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que ça perturbe trop l'entreprise. J'ai 70 salariés dans l'entreprise, donc je suis vigilant par rapport à ça. Mais d'un autre côté, il faut laisser ce genre d'initiative se mettre en place. Il ne faut pas hésiter à tester. Et puis voilà, si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, tant pis, on arrêtera. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir... faut laisser l'initiative, en fait. Il faut laisser... cette initiative se mettre en place dans l'entreprise. Ok, on prend une deuxième question, puis après on arrêtera, comme ça on finit à l'heure ou presque. J'ai une main qui s'est levée. Oui, j'avais une question, un petit bateau. Vous avez dit tout à l'heure que le digital vous a permis de faire évoluer l'offre des produits de petits bateaux par une meilleure connaissance des clients, par une meilleure connaissance de la demande du marché. Quelles difficultés avez-vous rencontrées vis-à-vis de vos fournisseurs? Parce que ça nécessitait, j'imagine, des mutations en termes de rapidité de livraison, en termes de grade de qualité, en termes d'évolution de collection. Quelles difficultés, encore une fois, avez-vous pu rencontrer et comment y avez-vous remédié? Alors, oui et non. Oui et non, parce que en fait, on est sur un modèle d'entreprise très intégré. Donc, Petit Bateau achète du fil, mais se contente pas de confectionner. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la fabrication retail. Donc, Petit Bateau achète son fil. Donc, en fait, ça s'est traduit par du BFR, clairement. L'accélération ne peut pas se faire jusqu'en haut de la chaîne de fabrication, parce qu'on ne peut pas pousser, par exemple, forcer le coton à pousser différemment et plus vite. Il y a des cycles naturels, on est confronté à des cycles naturels. Donc la flexibilité dont on a besoin en distribution, elle est portée par du BFR. C'est aussi simple que ça. Mais après, c'est un choix d'entreprise. Ok, merci pour cette remarque conclusive. On faisait une table ronde sur la transformation digitale et donc pas sur les OGM et donc pas sur le coton génétiquement modifié. Merci à tous. La conclusion, le dialogue conclusif du GEM Digital Day, c'est dans 10 minutes. Vous avez 10 minutes de pause. Merci.